Thomas Pesquet existe, je l'ai rencontré. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est impressionnant parce que j'ai jamais eu la chance, par exemple, d'interviewer Mick Jagger ou Beyoncé ou DiCaprio, mais il y a quelque chose quand même de l'ordre d'une rockstar lorsque vous arrivez quelque part. Et je dis pas ça pour vous mettre mal à l'aise ou pour faire de l'humour. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être même après ce deuxième voyage, une sorte de notoriété qui aurait explosé et d'une sympathie très forte autour de vous. Comment est-ce que vous vivez cela? Ouais, je le découvre un peu. Je l'avais vécu après mon premier vol, mais je le découvre en revenant sur Terre, en revenant en France. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Peut-être le potentiel de rêve de l'espace, on l'avait pas vraiment exploité. Là, c'est nouveau. On peut communiquer, on peut montrer cette vue fantastique qu'on a. Et puis, je pense que ça a correspondu à des moments un peu difficiles pour les gens, le confinement, le Covid. Et ça, c'est cette évasion un peu qu'ils ont trouvé, ce voyage immobile en me suivant dans la station spatiale. C'est peut-être ça, au final, qui a marché. Vous êtes revenu sur Terre le 9 novembre dernier. Dans quelques instants, vous allez répondre, grâce à Roselyne Dubois. Bonjour Roselyne. Bonjour à tous. Aux questions que les téléspectateurs de BFM TV ont besoin même de vous poser. Je vais simplement vous demander comment vous allez, un peu plus de 2 mois après ce retour sur Terre. Ça va très bien, merci. Ce retour, donc pour ma deuxième mission, a été plus facile que le premier. Le premier a été un peu difficile physiquement, c'est normal. Celui-là, encore mieux, le corps a appris, je pense, c'est l'expérience de la première mission. Voilà, beaucoup de travail pour terminer cette mission. Ça ne s'arrête pas à l'atterrissage, hein. On a encore des expériences scientifiques à terminer, des débriefings, etc. Donc ça va encore m'emmener pendant quelques mois. Et puis ensuite, peut-être un peu de vacances. C'est-à-dire concrètement, on analyse les réactions de votre corps à ce séjour? Oui, on a beaucoup d'expériences dans la station qui se font, par exemple, en physique ou des choses un peu fondamentales, mais on a aussi beaucoup en physiologie, en médecine, où on est les cobayes. On n'est pas seulement les opérateurs des expériences, mais on est aussi les cobayes. Donc, on va être testé avant le vol, pendant le vol et après le vol pour avoir accès à des prises de sang, analyse de cheveux, des tests de réaction. Il y a énormément de protocoles qu'on suit pendant le vol et encore une fois après le vol. Et ça, c'est quelque chose que vous acceptez. Bon, vous n'avez pas trop le choix, mais je veux dire, entre le désir de retrouver une vie un peu normale, de retrouver vos proches et ces contraintes, comment est-ce que vous situez? C'est pas un moment très facile, très honnêtement, parce que quand on revient au sol, on a l'impression que la mission s'arrête et que ça y est, on va pouvoir souffler un peu et se reposer. En fait, c'est pas du tout le cas, parce que c'est une phase très très intense. Et quand on est loin, on n'a pas accès à nos proches de toute façon, donc on n'y pense pas tant, enfin on y pense, mais de toute façon il n'y a pas le choix. Quand on est au sol, c'est plus difficile parce qu'on les voit, ils sont juste là et on est obligé de leur dire non, malheureusement, j'ai encore des mois de travail avant de pouvoir souffler un petit peu. On récupère mieux après le deuxième voyage? Oui, on récupère mieux en règle générale, après le deuxième voyage. Alors c'est pas 100%, ça dépend aussi un peu des gens. Il y a des gens qui ont plus de mal à l'aller, au retour, les deux, ça dépend. Mais on récupère mieux, on est aidé pendant 45 jours après le retour. Tous les jours, on a des coachs sportifs, kinés qui nous aident à retrouver l'équilibre, la coordination, la force et tout ce qu'on a perdu en fait pendant cette mission spatiale. Vous avez 43 ans, on dit qu'on vieillit plus vite dans l'espace. Rassurez-vous, ça va. Non, franchement, vous ne les faites pas. Il n'y a pas de problème. Normalement, on vieillit de ces 10 ans de vieillissement, une mission spatiale, mais on récupère en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a les effets du 10 vieillissement. ans, non, réellement 10 ans. Ouais, alors c'est les effets du vieillissement en termes de porosité osseuse, en termes de perte musculaire, en termes de la capacité cardiaque, les artères qui se raidissent un petit peu. Tout ça, c'est similaire au vieillissement, c'est pas un vrai vieillissement. Et tout ça, on arrive à le récupérer en revenant au sol. Donc ça va pour l'instant. Bon. Vous avez grandi aussi? J'ai grandi, oui, moi pas beaucoup en fait. Le record, je crois que c'est presque 6 cm dans la station, c'est la colonne vertébrale qui s'allonge. Moi c'était juste 2 cm et très vite en revenant au sol, on se retasse sous l'effet de la gravité et en quelques heures on a retrouvé sa taille normale et ça fait un peu mal au dos d'ailleurs parfois. Question toute simple aussi. Enfin, comment avez-vous vécu ce voyage? Est-ce que c'est allé au-delà de vos espérances? Est-ce que vous avez été déçu par certaines choses? Racontez-nous comment vous avez vécu cela. C'est un deuxième voyage, c'est toujours un peu différent en fait. Moi je le compare à un premier saut en parachute, on se lance, on y part la fleur au fusil, on sait pas trop, on a une vague crainte mais on sait pas trop à quoi on va se confronter. Le deuxième par contre on sait exactement à quel moment ça va faire mal, à quel moment ça va faire peur,
à quel moment ça va être difficile parce qu'on l'a déjà vécu. Donc c'est beaucoup plus réfléchi. On y va quand même, je veux dire joyeusement, mais parce que c'est un rêve. Mais il y a quand même beaucoup plus de réflexion. On se prépare peut-être beaucoup mieux. Mais je pense qu'au-delà de ça, l'expérience a quand même été fantastique. Hein. Il y a des choses que j'avais jamais vues la première fois. J'ai vu des aurores boréales incroyables. Il y a des choses qu'on n'avait jamais faites. J'ai eu la chance d'être le commandant de bord de la station. C'était une nouvelle expérience vraiment pour moi. Non, ça m'a appris énormément de choses et je suis content d'être retourné une deuxième fois. Je crois qu'on a d'ailleurs des images, peut-être qu'on les verra dans un instant, de ces aurores boréales que vous aviez pu prendre en photo. Vous aviez gardé ça un peu pour vous et ça vient, vous les avez tweetés récemment, dimanche. Dimanche. Effectivement, j'ai encore, en fait, il y avait toujours un petit délai entre le temps que je prenne les photos, que je les trie, que je les envoie, que je les mette en forme, et que je les sauve et que j'organise un peu mon travail. Et tout ce que les derniers jours de la station, donc j'avais toujours 3-4 jours de retard, et les derniers jours de la station, j'ai pas eu le temps de le faire avant de redescendre. Et puis pendant les quelques semaines qui ont suivi, c'était très intense. Et en fait, juste maintenant, je commence un peu à ressortir ces photos-là. Il y en avait quelques-unes qui étaient sympas, donc ça m'a permis de les poster récemment. 199 jours en apesanteur, plus de 200 expériences scientifiques, 40 heures de sortie dans les... Alors, est-ce que c'est ça d'ailleurs le moment le plus extraordinaire du voyage, la sortie dans l'espace? Ouais. Quand ça s'ouvre et qu'on sort, il y a vraiment on a une expérience dans l'expérience, un peu la poupée russe du rêve spatial. C'est vraiment le rêve dans le rêve. Mais c'est aussi un moment super où on est super concentré parce que le risque augmente. Dès qu'on sort, on se soustrait à la protection que nous procure la station spatiale. Et donc on se sent tout petit, hein, vraiment à l'extérieur de la station avec le vide de la Terre, déjà les dimensions de la station elle-même et puis juste la Terre qui défile sous les pieds. C'est des images que je garderai toute ma vie. Ouais. Avant de laisser la parole à Roselyne et aux téléspectateurs de BFM TV, une question sur, évidemment, l'environnement, parce qu'on sait à quel point c'est devenu votre combat. Je me souviens même d'un échange avec Emmanuel Macron en novembre, juste avant votre départ de la station spatiale. Vous alertiez sur l'état de la planète. Est-ce que ce que vous avez vu, ce que vous avez pu constater, vous a conforté dans cette idée et peut-être même encore plus vous a conforté dans l'idée de vous engager, je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre? Ouais, je pense qu'il y a alors tous les astronautes avec de mettre un peu la planète à l'échelle de notre perception, ouais. ça change les choses parce que de comprendre les choses intellectuellement, c'est une chose, mais de les ressentir, de les voir, de faire l'expérience, c'est différent. Je pense qu'en plus de l'avoir fait 2 fois, d'avoir vu quelque part un peu les différences, on a vu notamment, il y a eu énormément de tempêtes tropicales, la fréquence augmente, on le sait, hein, dû au réchauffement climatique. Et la fréquence et l'intensité de ces tempêtes augmentent. Ça, on l'a vu vraiment, de le voir de la station, c'est quand même un peu terrifiant. Donc voilà, oui, on va chercher, dans le cadre de mon activité d'astronaute et dans le temps qui me reste, malheureusement, parce que l'essentiel de mes tâches sont techniques, mais moi, j'ai à cœur de faire passer ces messages-là et puis d'essayer de faire ce que je peux pour faire changer la situation. Ouais. Juste, on a appris il y a quelques minutes, donc l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, va recruter, ou a recruté plus précisément, de futurs astronautes. Écoutons ensemble le patron de l'ESA. Vous avez tous vu que nous avons 22 589 candidatures. Nous avons déjà réalisé plusieurs phases de sélection et nous avons encore plus de 1300 candidatures à examiner. Dès février, nous allons réduire ce nombre à environ 400 dossiers, ce qui marquera le début de la prochaine phase de sélection. D'ici la fin de l'année, j'espère rencontrer plusieurs d'entre eux pour sélectionner 4 à 6 astronautes qui feront partie de notre équipe actuelle d'astronautes. Voilà, 4 à 6 astronautes. C'est super. Ouais. C'est super. Ouais, on est super contents parce que ça fait 10 ans, plus de 10 ans que moi j'ai été sélectionné en tant qu'astronaute. 2009, la sélection. Ouais. C'est important d'avoir une nouvelle génération d'astronautes européens. C'est important parce qu'on a plein de projets pour le futur. Nous, on n'a pas vocation à voler jusqu'à ce qu'on ait 70 ans, évidemment. À un moment, il va falloir une nouvelle génération et c'est à ça qu'on est en train de travailler. Moi et mes collègues, d'ailleurs, on va prendre part à cette sélection pour essayer d'utiliser notre expérience pour dire, voilà, c'est ces profils-là, c'est avec ces gens-là que moi j'ai envie d'aller dans l'espace pendant 6 mois. Bien. Avant de parler de vos projets, on va revenir sur cette mission avec vous, Roselyne. Oui, parce qu'il y a beaucoup de curiosité, évidemment, autour de votre vie à bord, enfermée dans cette gigantesque boîte de conserve, vos sensations, vos émotions. Écoutez d'abord Camille.
Bonjour Thomas Pesquet, je voulais savoir dans l'espace comment vous faisiez pour vous maintenir en forme, si vous aviez une routine sport à faire quotidiennement. Ouais, très bonne question. On a une routine qui est super stricte parce que le sport, c'est obligatoire, c'est tous les jours. C'est pas pour notre plaisir, mais c'est parce que vraiment, sinon, on perdrait la masse musculaire, la masse osseuse, encore plus qu'on le fait même avec le sport. Donc, c'est 2h30 par jour, 1 heure de cardio, vélo d'appartement. Attendez, votre vélo, il est accroché à quelque chose? Ouais, il est accroché. Il est isolé d'ailleurs en vibration de la station pour pas envoyer des vibrations, donc avec des amortisseurs. Donc, on flotte un peu. C'est un peu bizarre au début. Il n'y a même pas de selle. On a juste besoin d'être accroché par les pieds. On flotte au-dessus du vélo. Tapis de course qui lui est au mur parce que ça nous arrangeait plus de le mettre comme ça, donc on court horizontalement avec des harnais qui nous maintiennent parce que sinon évidemment c'est plus du sport, c'est du cirque là. Ouais, c'est un peu du cirque. Et puis une machine de musculation reconfigurable un peu à volonté qui nous permet de faire tout le reste, donc squat, abdos, développé couché, etc. Tous les jours, 1h30 de on va dire exercice musculation et 1 heure de cardio. Bon, après, il faut s'en remettre. Est-ce qu'on dort mieux sur Terre ou dans l'espace, demande Nicole? Alors, on dort mieux sur Terre en règle générale. Les astronautes ont souvent un peu de mal à dormir dans l'espace parce qu'on flotte en fait. On n'a pas cette sensation de reposer sur quelque chose, d'avoir la tête sur l'oreiller, la couverture sur soi. Donc parfois, les gens en flottant, du coup, sont un peu tendus et dorment mal. Moi, j'avais la chance de dormir plutôt bien. Et au bout d'un moment, quand on s'habitue, c'est même plutôt agréable en fait de se laisser complètement aller et de flotter. Il faut s'attacher au mur évidemment parce que sinon on va dériver dans la station spatiale. Mais moi, je trouve ça plutôt agréable. Ouais. Vous flottez comme ça au milieu on peut hein, et parfois on le fait d'ailleurs. Parfois les exigences opérationnelles font que on est obligé de dormir dans certains modules, mais en général on a quand même une petite cabine qui est notre petite cabine téléphonique à peu près, enfin la taille d'une cabine téléphonique qui est notre espace privé. C'est là qu'on dort, c'est là qu'on téléphone à sa famille, on fait ses emails, on lit des livres, on fait ce qu'on veut quoi. Donc, voici maintenant une question de Jackie, octogénaire. Monsieur Pesquet, pouvez-vous me dire s'il y a un intérêt, quel intérêt trouve-t-on à aller habiter sur la Lune? Non, mais pour quelqu'un comme moi, 83 ans, est-ce que je vais m'éclater là-bas? Je sais pas. Est-ce qu'on mangera bien? Est-ce que la déco est sympa? Alors, est-ce que le service est à l'auteur? Bon, pas forcément la Lune, déjà en attendant, mais déjà l'ISS. Ouais. Alors clairement pas. Le service, enfin, je veux dire, c'est très bien. Bon, Jackie, on oublie. Voilà, non, c'est pas un voyage d'agrément. Les agences font, la vie est quand même possible. On a de la nourriture, les gens font tous les efforts pour que ça se passe bien pour nous. Mais ça se rapproche plutôt du camping que de l'hôtel 5 étoiles. Hein. Il faut pas y aller pour le confort. Mais au-delà de ça, une bonne question sur la Lune, ce sera peut-être différent. Une base un peu permanente. Il y a un peu plus de gravité sur la Lune, donc on va pouvoir faire les choses un peu différemment. S'établir avec des infrastructures un peu plus grandes, parce qu'on aura la place, contrairement à l'ISS, donc peut-être que ce sera... On peut l'envisager, ça, à court terme? Oui. Ouais, coloniser la Lune? Coloniser la Lune, c'est un bien grand mot, mais je pense une base scientifique un peu similaire à ce qu'on a au pôle. On a des bases scientifiques en milieu extrême sur Terre, hein, ou une base sous-marine, des choses comme ça. Ça, on peut l'imaginer à court moyen terme. Les premiers vols de nos nouvelles fusées, nouveaux systèmes d'accès à la Lune, c'est cette année, c'est dans 2 ans, ça va venir assez vite. Hein. On imagine que vous êtes passé par toutes les émotions. Question de Lohan, 21 ans. Je voulais vous demander s'il vous arrivait de pleurer dans l'espace face soit à l'immensité qu'est l'espace et l'immensité d'inconnu ou bien tout simplement de solitude. C'est question personnelle. Oui, personnelle. Non, on n'a pas... alors, les astronautes sont assez... en général, c'est des profils assez stables, terre à terre, etc. Donc, on ne se pose pas des grandes questions philosophiques devant le... Si, bon, on pleure comme tout le monde, hein, mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que si on pleurait en impesanteur, les larmes coulent pas, évidemment. Donc, c'est encore un autre problème. Elle flotterait ou ça fait une boule autour des yeux. C'est arrivé en sortie extravéhiculaire dans le casque. Évidemment, on est dans le scaphandre, donc on peut pas faire quoi que ce soit. On met de l'antibuée sur le casque et les gens qui en ont mis trop, ça leur a fait des larmes, qui ont leur fait malheureusement une boule d'eau devant les yeux. C'est hyper difficile parce qu'on devient plus ou moins... on perd la vision. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas se frotter les yeux, il n'y a rien. Il faut juste attendre, secouer la tête. Ça a été compliqué, ouais. Mais face à l'immensité, pour rebondir sur la question de Lohan, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'impressionnant. On en reste bouche bée. Un petit peu au début. Après, on s'habitue. C'est hyper humain en fait de s'adapter à son environnement. On est fait pour ça. C'est notre grande qualité, c'est qu'on arrive à s'adapter à tout, aux environnements les plus extrêmes partout dans le monde, aux situations, etc. Donc au début, on est un peu choqué, mais on peut pas fonctionner en choc en permanence. Donc on a cette faculté à rendre notre environnement normal en fait, quel qu'il soit. Donc dans la station, malheureusement, j'ai envie de dire, on fait ça aussi.
on rend l'environnement normal et puis ça devient normal de flotter, ça devient normal de voir des millions d'étoiles. Je ne dis pas qu'on est plus fasciné, mais je dis que pour fonctionner, on ne peut pas être en extase en permanence, donc on est obligé de normaliser ça. On a un passionné en direct avec nous, Lucas Fangeau. Bonjour Lucas, merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la chaîne YouTube Astro Alex. Vous avez suivi l'aventure de Thomas de A à Z. Je crois que vous aviez beaucoup de questions, ça a été dur d'en sélectionner certaines. Allez-y. Effectivement. Bonjour Thomas, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à nos questions. Alors ma première question, en fait, c'est comment a été votre état d'esprit le jour de votre première sortie extravéhiculaire quand le sas s'est ouvert? Est-ce que pendant 1 à 2 secondes, vous avez oublié l'objectif de mission et vous vous êtes dit waouh, je m'apprête à faire la chose la plus dingue de toute ma vie? Oui, alors on a pas mal de temps en fait, le temps que le sas se dépressurise, donc on a le temps de penser à tout ça, de répéter tout ça, il y a un peu de silence, un peu comme je sais pas, avant d'entrer en scène ou avant une grande compétition sportive, on a vraiment cet état de concentration. Et puis après, on a quand même un stress qui monte, hein. Quand on voit ce vide, quand on bascule, c'est quand même super impressionnant. Il faut y croire, hein. Il faut croire que juste avec une longe et en lâchant les mains, on va pas tomber. Le cerveau t'envoie des signaux d'alarme, te dit non, il faut pas faire ça, il faut pas lâcher les mains, ça tombe. En fait, ça tombe pas, il faut lui apprendre. Donc, il y a quand même une phase qui dure 5 minutes. C'est marqué dans le plan, hein. Il y a marqué adaptation à une sortie extravéhiculaire pour les gens dont c'est la première sortie. Et ça veut dire vraiment faire un peu cet exercice d'apprendre à ton cerveau de lâcher. Donc, on a ça, mais ça dure pas longtemps. Et après, tout de suite, il faut partir sur le programme parce que c'est chorégraphié à la minute près quasiment. Donc, on a beaucoup de boulot pour réaliser les objectifs de la sortie. Ouais. Vous disiez une longe ou plusieurs, hein. Une longe ou plusieurs, ouais. Moi j'ai vu des collègues qui en mettaient plusieurs, ça m'est arrivé d'en mettre plusieurs aussi. Parfois on a vraiment envie d'être plutôt sûr, 2 sécurités valent mieux qu'une, mais parfois on est aussi obligé de travailler sans les mains. Donc là c'est une sensation un peu désagréable de flotter, de lâcher. On se dit oh là là, il faudra bien que ça tienne parce que on fait confiance au matériel, on fait confiance aux gens avec qui on travaille. Lucas? Oui, j'avais une deuxième question. On sait qu'il y a eu un petit problème avec le module NOCA pendant votre séjour dans l'ISS. Est-ce que pendant cette phase-là, vous avez eu un sentiment de peur peut-être, ou tout a été... je pense que c'était bien géré, mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon là, il va pas falloir faire n'importe quoi? Ouais, on a perdu l'orientation de la station. En fait, il y a un module qui a allumé ses moteurs alors que c'était pas prévu, qui a un peu entraîné la station. On a fait un petit looping avec la station spatiale, une station de 70 mètres sur 100 mètres. C'est pas prévu pour ça. Et en fait, on a répondu à cette situation c'est pas une urgence, mais c'est pas une situation d'avenir, on va dire. Le centre de contrôle nous a appelé. Ce qui est drôle, c'est que nous, on s'en était pas rendu compte, en fait, parce que c'était un looping vraiment très, très lent. Et de l'intérieur de la station, il y avait personne qui regardait à la fenêtre à ce moment-là. On n'avait pas conscience qu'on était en train de tourner. Et donc, évidemment, on a des procédures pour répondre à ça. On s'est réparti les tâches. Ça s'est bien passé. Et c'est en fait en regardant ensuite la reconstitution par informatique de ce qui s'était passé qu'on s'est rendu compte à quel point on a fait des tours. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on s'est dit ah oui, en fait, c'était pas si génial que ça. Mais sur le moment, on n'avait pas l'impression que c'était un gros problème. C'est très intéressant. On peut remercier Lucas parce que c'est une très bonne question, en effet. Et surtout, ça... ce que je veux dire, c'est que vous dégagez beaucoup de décontraction, Thomas. C'est un compliment. Hein. Et quand on vous voit, y compris en direct de l'espace, c'est arrivé à plusieurs reprises, vous avez l'air de gérer ça, mais alors vraiment avec une facilité. En réalité, c'est une situation extrême que vous gérez, vous, avec votre savoir-faire, votre talent, etc. Mais ce sont quand même des conditions extrêmes. Oui, c'est des conditions difficiles, mais ce qui est bien, c'est que vraiment, on est préparé pour ça. Moi, mon expérience a toujours été que ce qui diminue le stress dans ces situations, c'est la préparation. En fait, c'est énormément de boulot et ça, c'est pas forcément ce qu'on voit. C'est 99% de la vie d'un astronaute, ça se passe au sol, ça se passe à préparer, ça se passe au simulateur, à répéter, à acquérir les connaissances. C'est ça qui fait que le jour où on part dans l'espace, on est prêt, on a diminué le niveau de stress parce qu'on se dit, cette situation-là, je l'ai répétée 1000 fois au simulateur, donc ok, maintenant c'est pour de vrai. Mais quelque part, c'est pas vraiment un problème parce qu'on y a déjà fait face. Donc c'est vraiment comme, encore une fois, je sais pas, comme un musicien qui répète ses gammes des milliers de fois, le jour où il se met sur scène, il y a beaucoup moins de stress parce que il est un peu plus sûr de lui. C'est du boulot. Des questions maintenant sur votre retour. Un très jeune fan, Martin, 6 ans. Question sur votre amérissage. Écoutez. Pourquoi vous atterrissez sur la mer et pas sur la terre? Pourquoi la mer cette fois-ci? Pourquoi la mer? Parce que c'est plus mou, j'ai envie de dire. C'est un choix qui a été fait. Je pense que c'est aussi lié au territoire, en fait. Avant, avec le Soyouz russe, il y a des immensités des steppes du Kazakhstan qui étaient faciles, entre guillemets, parce qu'il n'y a personne à des centaines de kilomètres à la ronde. Donc, il y a une certaine sécurité d'atterrir sur Terre. Si on part de Floride, évidemment, on a une fenêtre vers la mer. Et puis, il y a
quand même des habitations partout. Enfin, donc c'est plus simple en fait, c'est plus sûr de se retrouver en mer. Pour nous, pour l'atterrissage, ça change pas grand-chose, c'est un peu plus doux, on va dire, l'atterrissage sur la mer. Ensuite, par contre, il faut être récupéré par un bateau, il y a cette complexité-là. Mais on va dire, c'est les réalités géographiques et les choix qui ont été faits. Martin, qui comme beaucoup d'enfants à l'école en ce moment, se fait tester régulièrement, il voulait savoir si vous aviez fait des tests Covid. Ah oui, on a fait pas mal de tests Covid, ouais, on était... alors maintenant, bon, on essaie de faire attention comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais avant la mission, on faisait encore plus attention parce qu'on ne voulait pas mettre en danger la mission, en fait, attraper le Covid avant et puis du coup retarder, annuler le décollage ou encore pire, emmener le Covid à bord de la station spatiale pour les collègues qui étaient déjà là-bas. Donc on a fait très attention. Moi j'ai fait 49, je les ai comptés, tests PCR avant le décollage. Ouais. Enfin, sur quelques mois. Ouais. Donc on peut dire qu'il n'y a jamais eu de Covid dans l'espace. Non. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Bien. Vous êtes vacciné, évidemment. Vacciné, ouais. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Ouais, on ne voulait pas prendre de risques et pas mettre en danger, encore une fois, les équipages et aussi les gens avec lesquels on travaille. Ouais. Une question d'Alix, maintenant. Qu'est-ce qui vous manquait le plus dans l'espace et qu'est-ce qui vous manque à présent sur Terre de l'espace? Merci. Une double question. Oui, ce qui me manquait le plus, je pense que c'est évidemment les proches, la famille, les interactions avec ces gens-là. On arrivait à en avoir un petit peu à distance, mais encore une fois, comme ce qu'ont fait les gens pendant les différents confinements, hein, des appels vidéo, des appels audio. Donc ça a été ma réalité pendant 6 mois. Après, je pense de manière générale, un peu la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut. Hein. La station spatiale, c'est un espace très petit, très fermé. On tourne un peu comme des lions en cage. Donc tant qu'on a beaucoup de boulot, ça va. Mais il faut vraiment rester occupé, parce que sinon, évidemment, on devient un peu fou. Ce qui n'a pas été notre cas, heureusement. Ce qui me manque maintenant le plus sur Terre, évidemment, c'est un peu le côté magique de flotter, de voir la Terre, etc. Cette expérience de rêve, mais c'est aussi le fait qu'on soit dans une mission, dans une expédition, tout le monde tire dans le même sens, on est vraiment super affûté, toutes les choses sont claires. Ça, c'est difficile à retrouver sur Terre. Votre avenir, vos projets maintenant? La Lune? La Lune, oui, c'est la prochaine étape. On en parle beaucoup. Enfin, on ne fait même pas que en parler. D'ailleurs, on y travaille beaucoup parce que les vols sont là, hein, vraiment, cette année et dans 2 ans, les premiers. Donc la Lune, un peu pour des raisons scientifiques, il y a pas mal de sciences à faire sur la Lune, mais aussi pour répéter nos gammes, pour aller sur Mars. Mars, c'est vraiment là où on répond à des questions un peu fondamentales sur l'origine de la vie, sur ce qui peut nous arriver à nous. Donc ça, c'est les prochaines étapes de l'exploration spatiale. Qu'est-ce qui va décider de votre éventuel retour dans l'espace? Qu'est-ce qui va décider? Il y a une partie, je ne vais pas dire politique, mais il faut que l'Europe participe à ces projets-là, parce que c'est de la coopération internationale avec nos collègues américains, russes, demain chinois. Et au sein de l'Europe, il faut que la France ait aussi des ambitions, c'est certain. Et puis ensuite, il faut que moi je fasse le travail, il faut que je reste en bonne santé, il faut que je m'entraîne et que je me prépare. D'ailleurs, parmi les candidats de l'ESA qui ont été sélectionnés aujourd'hui, on sait s'il y a des Français? Alors, on vient de descendre, on va descendre de 1500, 1300 à 400. Ensuite, il reste encore quelques phases. On n'a pas de statistiques de nationalité pour l'instant, on va essayer d'en avoir, mais on peut espérer qu'il y ait des Français. Dans les 20 000, un peu plus de 20 000 du début, il y en avait plus d'1 tiers qui étaient Français, 1 tiers sur toute l'Europe. Et ça me fait sourire, vous le voyez, parce que j'y vois un peu la conséquence à mon travail depuis des années, en fait, de partager cette expérience-là, puis de dire aux jeunes aussi de ne pas se censurer, de se lancer, de croire en leurs rêves. Et ça me rend super fier de voir qu'il y a une énorme majorité de Français, de Françaises qui se sont inscrites à la sélection. Donc j'espère quand même bien qu'on en retrouvera plusieurs à la fin. La question de Maxime, justement, l'espace qui n'est jamais quasiment évoqué par les candidats à la présidentielle. Est-ce que vous le regrettez? Il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui d'ailleurs vous a proposé une place dans son gouvernement, j'ai vu. accessoirement. J'ai vu. Oui, on sait que c'est un sujet important quand même parce que il y a le côté donc les vols habités qui sont un peu moins mon domaine et la recherche spatiale, mais il y a aussi beaucoup d'applications super concrètes. La météo, la navigation, les communications, c'est des choses qu'on utilise tous les jours sans le savoir. C'est des choses qui nous protègent, c'est des choses qui permettent d'ausculter la planète. Vraiment, le réchauffement climatique, on le mesure depuis l'espace. Donc on a cette réalité que l'espace est devenu fondamental. Et ça, nous, on en est un peu le fer de lance au sein de l'Agence spatiale européenne. On a des discussions, évidemment, avec les responsables politiques qui sont les gens qui engagent ces programmes-là, très clairement. Je pense que il y a quand même une conscience, même si c'est pas un sujet peut-être qu'on met en avant au début dans une campagne. Je pense qu'il y a quand même une conscience que l'espace aujourd'hui, en Europe, dans le monde, c'est stratégique, c'est important et on peut pas s'en passer.
Thomas Pesquet, est-ce que vous marcherez un jour sur la Lune? Je le souhaite très fort. Ouais. Je le souhaite très fort. Je ne sais pas, on va dire, avec la dynamique actuelle, avec la place de la France, la place de l'Europe, c'est pas impossible. Donc moi, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça arrive. Et je vais croiser les doigts très fort. La limite d'âge, c'est quoi? La limite d'âge, tant qu'on a la visite médicale, on peut voler. Après, il y a un moment où l'expérience, elle est plus utile en la passant aux autres qu'en essayant de voler à tout prix jusqu'à la fin de sa carrière. Donc on va dire, allez, passer 55 ans, je ne sais pas si c'est raisonnable de... Vous avez encore de la marge. Mais je changerai sans doute d'avis quand j'arriverai à 55 ans. Merci mille fois, vraiment, d'avoir répondu à la fois à nos questions, mais aussi et surtout aux questions des téléspectateurs qui étaient très, très nombreuses aujourd'hui. Et vraiment, c'est un plaisir de vous écouter. Merci. Sincèrement, on pourrait vous écouter pendant des heures. C'est absolument passionnant. Bonne chance pour la suite, bon courage, bon repos peut-être oui, aussi. Quelques vacances. Merci mille fois Thomas Pesquet, merci Roselyne.